Bienvenue pour cet épisode 28 de mes causeries au coin du web. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un argument central d'Apocalypse managériale et plus généralement de mes recherches, en abordant la question de la désouveraineté et du géopolitique par le management. Alors, c'est un point qui m'a frappé dans mon analyse d'archives, c'est de constater sur les années 40 et les années 50, à quel point les États-Unis, dans la mobilisation industrielle et au-delà, mettent en place une machine qui leur permette de dominer le monde par différents vecteurs, mais très fortement par le management. Et ça, c'est une observation que j'ai pu faire tant dans les archives liées à l'histoire institutionnelle des réseaux du management, en particulier tout ce que j'ai pu lire sur les Learned Societies, les sociétés savantes du management, l'Academy of Management, la Society for the Advancement of Management, l'American Management Association, des informations liées à des fondations aussi, que j'ai beaucoup moins mises en avant dans le livre, et qui, sur une histoire longue, montrent une réflexivité, une curiosité, des impulsions de plus en plus géopolitiques. Que du côté des archives d'histoire industrielle et des politiques industrielles des États-Unis, notamment en lien avec les arsenaux, les Navy Yards, où de façon assez évidente, la question géopolitique est présente dès l'origine. Voilà, si on prend la question des bateaux, ce jeune pays, cette jeune nation que sont les États-Unis, est protégée et couverte par un vaste espace glacé au nord, protégée par un goulot d'étranglement vers le sud, canal de Panama, et puis deux vastes océans sur les côtés. Voilà, géopolitiquement, ça a été assez rapidement évident qu'en protégeant les océans, avec une marine adéquate, quelque part, le pays serait protégé. Fin de la parenthèse. Et plus précisément, ce qui m'a rapidement frappé, et je pense que c'est un point dont est conscient très rapidement Franklin Delano Roosevelt, c'est qu'il comprend que le management est un moyen de gagner sa guerre, de consolider son pouvoir, en particulier, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, par rapport au Sénat et au pouvoir législatif, voilà, en développant une infrastructure, ou plutôt une technostructure managériale à Washington, et la guerre va l'aider dans cela. Bah, il va gagner cette guerre-là, mais il comprend au-delà de cela que c'est un formidable outil géopolitique pour asseoir la domination américaine. Voilà, il y a quelque temps, je constatais dans le classement de Shanghai 2023 et la catégorie management, que plus de 60% des 100 premières business schools au monde sont américaines, et que sur les 10 premiers, 6 des institutions sont des institutions américaines. Voilà, dans le système de formation au management, les États-Unis sont omniprésents. Voilà, et quoi qu'on puisse penser, et je pense beaucoup de mal du classement de Shanghai, méthodologiquement, mais aussi au niveau du sens, voilà, on ne peut pas nier que ce classement hiérarchise, performe, structure des perceptions. Mais au-delà de ça, on pourrait dire la même chose sur les accréditations internationales. Les organismes d'accréditation au management sont très contrôlés par les États-Unis. On pourrait dire la même chose sur les grands titres standardisés de formation au management, MBA, EMBA, DBA, EDBA et bien d'autres titres sont complètement dans des standards impulsés par les États-Unis. On pourrait dire la même chose des grands cabinets de conseil en stratégie. On pourrait dire la même chose, puisque c'est important pour l'histoire du management digital que je raconte, du côté des grandes infrastructures, qui sont les espaces d'affaires d'aujourd'hui, les plateformes. Voilà, il y a un centre américain, l'infrastructure ICANN est elle-même, et ça lui est reproché, très contrôlée par les États-Unis. Donc il y a de toute évidence aujourd'hui une souveraineté
managériale américaine, indissociable d'une souveraineté numérique. Et il y a de toute évidence, et voilà, je l'explique dans Apocalypse managérial et d'autres de mes écrits, que de toute évidence, cette politique très délibérée peut être située à minima sur les années 40, avec des circuits de pensée qui sont aussi indissociables de l'émergence de la géopolitique elle-même, euh, et de l'histoire aussi de la pensée managériale aux États-Unis. Euh, donc il y a quelque chose d'indissociable entre les questions de souveraineté numérique et les questions de souveraineté managériale, et quelque part, une partie de la domination américaine d'aujourd'hui s'explique fortement par cette très bonne imbrication à laquelle ils sont arrivés. Alors qu'en est-il des autres grands blocs géopolitiques d'aujourd'hui? Si on regarde du côté de l'Inde, qui a construit une très bonne souveraineté numérique, hein, excusez-moi, la Chine, la Chine a construit un vaste intranet interfacé avec ses infrastructures numériques globales plutôt américaines. Il y a un jeu de Go avec les standards, certaines plateformes américaines, réseaux sociaux ou autres plateformes marchandes qui est assez habile, mais la Chine a fait le choix d'une forme d'indépendance numérique. On va retrouver ça dans certaines stratégies également open source, on va trouver ça dans certains choix qui ont été faits dans des systèmes d'exploitation. Parfois, il y a des choix assez paradoxaux, si je pense à Huawei. Mais au-delà de la souveraineté numérique, qui permet de produire de la donnée, qui peut aller jusqu'à une certaine gouvernance plutôt orientée contrôle, la Chine n'a pas vraiment fait le choix, en tout cas pour l'instant. Je pense qu'il y a quelques signaux faibles dans ce sens-là, mais pas encore de signaux forts d'une souveraineté managériale. Voilà, l'essentiel des formations au management en Chine s'inscrivent complètement dans les standards de formation, les types de diplômes américains, les accréditations américaines. La grande plateforme de classement, le classement de Shanghai, la grande plateforme chinoise ne fait finalement que rayonner les institutions américaines. Euh, la plupart des grands réseaux ou revues académiques chinoises ont été plutôt dans des logiques d'isomorphisme par rapport à des logiques américaines. Si je prends le Chinese Journal of Information System, il reproduit beaucoup toutes les logiques institutionnelles de son équivalent américain, MISQ, Management Information System Quarterly, même logique éditoriale, même profil éditoriaux, même type de rubrique, etc., etc. Donc sur plein de dimensions professionnelles, académiques, on a un système managérial en Chine qui joue la partie américaine. Voilà, on la joue sur le stade américain, avec des pratiques américaines, des arbitres plutôt américains, évidemment. Voilà, plutôt une reproduction euh, et une consolidation, quelque part, de la domination géopolitique par le management qui est construite par les États-Unis. Voilà, par manque de temps, je n'entrerai pas dans les détails du cas de l'Inde, qui je pense est différent, mais globalement similaire sur la question de la souveraineté managériale. Et puis, je serais extrêmement triste et affligé sur le cas de l'Europe, qui probablement est en peine sur la question de la souveraineté numérique et très fortement en peine sur la question de la souveraineté managériale. Que, voilà, à travers cette vidéo, j'en profite pour jeter une nouvelle bouteille à la mer vers les politiques français, mais aussi les politiques et les institutions européennes. Voilà, je pense que cette question des souverainetés numériques et des souverainetés managériales devrait être un grand sujet politique pour l'Union européenne, qu'on devrait probablement construire notre indépendance en s'intéressant davantage à ces sujets. Ils sont hautement stratégiques, pas assez pris sérieusement en considération. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses essentielles à faire et qu'elles ne sont pas sans lien avec la question de la crise climatique. Je pense que une partie des espaces d'expérimentation et peut-être de résolution de la crise climatique passe aussi par ces indépendances-là. Nous permettront de construire un capitalisme différent, alternatif, un peu plus décentré,
peut-être un peu plus équilibrée. Et en conclusion, voilà, j'en profite pour, redire que mon propos n'est pas de critiquer, radicalement les États-Unis. Voilà, il y a beaucoup de choses dans le rêve américain qui me font vibrer. Je pense que c'est quelque chose qui donne de l'espoir, qui, met en mouvement. C'est bien, mais je pense que les États-Unis, eux-mêmes, gagneraient à, cultiver cette pluralité, heu, géopolitique, à l'heure où les interdépendances géopolitiques d'un autre ordre, climatique, la question du sens au travail, se posent à l'échelle planétaire et ne peut se résoudre dans l'intérêt de tous et toutes que dans cette, direction-là. Je vous remercie pour votre patience, merci pour, votre écoute et je vous dis à très bientôt.